Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je vous invite à prêter le serment et à vous aventurer dans mon plus gros coup de cœur de l'année 2025 et possiblement aussi des dernières années. Je parle bien entendu de Mythic Bastionland. Mythic Bastionland, ça faisait un bail que je voulais faire une vidéo en fait dédiée à ce jeu-là précisément. Et je dois vous avouer que je l'ai reporté souvent pour différentes raisons, majoritairement parce que c'est compliqué, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à décortiquer, à expliquer, à vraiment bien présenter. Et je voulais vraiment, on va dire, pas faire honneur, mais je voulais, lui donner la place nécessaire et les bons mots afin de vraiment vous faire un portrait général mais complet de ce que propose cet ouvrage-là, ce livre-là, ce chef-d'œuvre-là, dirais-je, et je vais assurément le redire durant cette vidéo. Et là, je m'essaye, je tente quelque chose aujourd'hui. J'essaye d'enregistrer cette vidéo-là après plusieurs essais parce que j'ai dû annuler, recommencer, réeffacer mes anciens enregistrements parce que je n'étais pas content de comment est-ce que je présentais le tout. Je trouvais que c'était pas, ça ne reflétait pas d'une belle manière ce que vraiment Mythic Bastionland propose. Mais je vais encore essayer, je vous cacherai pas, je tenais un peu, mais je vais essayer parce qu'il en vaut la peine et je veux vous donner le goût d'essayer de faire le pont, de sauter, même s'il peut être peut-être difficile à trouver en version physique, tout dépendant le moment de l'année, il est toujours disponible en PDF et il est d'une beauté sans faille. Mythic Bastionland de Chris McDowell et illustré par Alec Sorensen. Chris McDowell, vous le connaissez peut-être parce que c'est en fait l'auteur de Into the Odd, qui est possiblement son plus gros ouvrage en termes de popularité, celui qui l'a vraiment fait connaître, et aussi Electric Bastionland, qui est un gros bouquin, vraiment assez immense. Et ce qui est intéressant avec Chris McDowell, c'est que c'est pas l'auteur le plus, je dirais, prolifique, dans le sens en termes de produits publiés qu'il propose. Souvent, c'est des jeux complets qui n'ont pas de supplément officiel autre que le jeu de base, comme Mythic Bastionland, comme Electric Bastionland également. Mais par contre, il est très prolifique sur son blog, sur ses sites. Il va beaucoup parler de son game design, comment est-ce qu'il va concevoir, c'est quoi ses réflexions, c'est quoi ses différentes idées qui lui viennent par la tête lorsqu'il va concevoir et mettre sur papier un jeu. Et je vous encourage fortement à aller voir en fait son blog. Je vais mettre le lien vers celui-ci dans la description de cette vidéo. Et son dernier ouvrage, eh bien, Mythic Bastionland, est selon moi un peu sa couronne, qui est, on va dire, son chef-d'œuvre de ses productions. Et je ne suis pas le seul à le penser, alors qu'on tient dans les mains quelque chose qui est complet, efficace, qui vient bousculer l'ordre établi dans le monde du jeu de rôle, tout en étant quelque chose d'assez niché, mais qui, malgré tout, gagne en popularité et qui vient fédérer une communauté qui est très fidèle à à ce que le jeu propose. Et on va commencer ainsi avec le thème. Dans Mythic Bastionland, vous incarnez un chevalier errant, en quête de gloire, afin de gagner une place à la cour ou régner sur son propre domaine éventuellement. La gloire, en fait, ça se gagne en accomplissant des mythes, en traquant les mythes de ce monde. Les mythes, c'est un peu comme une manifestation du merveilleux et de l'impossible qui se transpose dans notre réalité. C'est à un endroit précis, et autour de la zone où se trouve le mythe, le monde comme on le connaît se change, se transforme. Chaque joueur incarne ainsi un des 72 chevaliers qui est proposé dans l'ouvrage. Il y en a 72 en tout. Chaque chevalier possède son équipement personnel, une capacité unique qui est souvent liée à son thème, ainsi qu'une passion qui alimente son esprit. Et à mesure que la gloire grandit, à mesure que le chevalier gagne en expérience, qu'il vieillit, il peut éventuellement entreprendre une quête légendaire. Vraiment l'espèce de quête finale que tous les chevaliers peuvent entreprendre, l'équivalent, si on veut, du Graal, c'est-à-dire la quête de la cité. Trouver la cité elle-même, une métropole étincelante que l'on ne voit que dans les rêves. On comprend ici que Mythic Bastionland s'inspire du folklore britannique, des légendes arthuriennes et même de nos propres mythes et imageries de l'époque médiévale, mais il y a quand même des twists à ça. Souvent, on va penser qu'on représente telle créature de telle manière, mais au final, celle-ci peut avoir des intentions ou une morale plus nuancée ou plus ambiguë que qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre d'un jeu de fantasy classique.
Côté inspiration, l'auteur, Chris McDowell, mentionne le comique Prince Valiant, le film Excalibur de 1981, incroyable, le jeu de rôle Pendragon, le film The Green Knight et également aussi le jeu vidéo Elden Ring. Et moi, je trouve ça vraiment... ça m'a vraiment marqué parce que avant même de lire ces références, ça faisait partie de ce qui m'avait le plus frappé en lisant Mythic Bastionland. Ça m'a tout de suite fait, flasher l'environnement narratif de Elden Ring, c'est-à-dire la capacité d'expliquer un univers, de présenter un univers sans que ce soit directement, quelqu'un qui nous le présente de manière verbale, mais plus via une imagerie, via des symboles, via certains indices ici et là qui nous permet de comprendre un peu et d'interpréter l'univers qui nous entoure. Et ça, c'est un lien que j'ai fait beaucoup entre Mythic Bastionland et Elden Ring. On pourrait dire que la fantaisie dans Mythic Bastionland, elle est réellement fantastique, dans le sens où c'est un des éléments qui pour moi ressort le plus, c'est qu'elle ne se limite pas à reproduire les codes qu'on peut reconnaître dans plusieurs autres produits. Je dirais même que c'est à l'antipode de la fantasy vanille. C'est une fantaisie qui est étrange, imprévisible, mystérieuse, souvent troublante, évocatrice énormément, et on sent que le jeu veut constamment produire une impression de mythe vraiment vivant, pas juste une aventure de fantaisie standard. Les créatures que vous allez croiser, les éléments, même les éléments naturels, je dirais-je, les signes, les symboles que vos chevaliers vont pouvoir découvrir au fil de leur aventure, viennent vraiment teinter, si on veut, l'univers qui les entoure. Et c'est pas juste l'impression de voir une créature avec des caractéristiques et des codes préétablis qu'on est vraiment habitué de voir dans n'importe quel jeu fantastique. On est très loin de ça. Et pour ça, eh bien, ça pourrait donner un peu l'impression, à prime abord, qu'on aurait de la difficulté à s'approprier soit Mythic Bastionland. Est-ce que c'est difficile de prendre Mythic Bastionland et de se l'adapter, de vraiment changer des choses à l'intérieur afin de le faire concorder selon ce qu'on voudrait nous vivre comme expérience? Eh bien, non, pas du tout. C'est un ton mythique, mais qu'on peut s'approprier sans problème. Et là, ça, c'est le tour de force du jeu. C'est quelque chose qui est assez difficile à recréer dans un jeu à la saveur aussi prononcée. C'est son atmosphère particulière qui peut sembler opaque, mais que malgré tout, on peut s'approprier, combler les blancs. Une partie va toujours garder une saveur propre à Mythic Bastionland, même si vous créez, l'univers, vous créez vraiment le territoire que les personnages vont explorer, vont découvrir. Parce que Mythic Bastionland verrouille très bien son axe de jeu, mais pas son contenu exact. Sa saveur propre vient vraiment d'un noyau assez clair. Là. On joue des chevaliers liés par un serment dans un passé qui n'a jamais existé. C'est dit comme ça dans le livre. Nourris, inspirés par un folklore britannique, des légendes arthuriennes, des mythes médiévaux rêvés avec une quête de gloire, de mythes, de la quête éternelle en ligne de fond qui vient toujours un peu revenir dans le visage des chevaliers à mesure qu'ils dorment et qu'ils rêvent. Ce n'est pas une fantaisie générique. Le jeu sait exactement quel imaginaire il vise, mais cette identité forte-là ne passe pas par un canon ultra fermé ou par une tonne d'histoires à comprendre, ça passe par des procédures et des rôles. Explorer un royaume hexagonal qui est le vôtre, voir, découvrir des mythes et en anglais on va appeler ça des omens, donc des espèces de signes, des symboles qui vont apparaître, qui viennent annoncer l'arrivée d'un mythe, révéler le mythe, les interpréter, gagner de la gloire, éventuellement fonder un domaine, vieillir, transmettre vos acquis. Même le texte, en fait, dans le livre, le dit en anglais, c'est « Your own X-Map Realm ». Donc vraiment comme créer votre monde hexagonal. Le système est volontairement très fluide. Ça, je vais y revenir tantôt quand on va parler vraiment du système de jeu, et allégé. Et l'objectif, en fait, de Chris McDowell, il l'a dit lui-même, c'est vraiment de créer un jeu avec des règles légères, rapides, mais qui est chargé en saveur pour inspirer la table. Et c'est précisément pour ça qu'on peut se l'approprier facilement. Le jeu te donne une forme forte, mais te laisse remplir l'intérieur. Le royaume peut être construit à votre manière, les détails concrets des lieux sont laissés ouverts, et même la résolution d'un mythe dépend du jugement du groupe plutôt que d'une bonne solution imposée. En fond, vraiment, créer un mythe est résolu quand le groupe estime que son histoire est arrivée à son terme, même si l'issue n'est pas une réussite classique. Dans les notes, vraiment, Chris McDowell il explique dans ses notes qu'il cherche un équilibre entre l'abstraction claire et situation narrative concrète. Donc, pour que les décisions aient du poids sans transformer le jeu en
machine à optimisation en min-maxage, à vouloir être le plus performant possible. C'est pas un jeu de compétition, loin de là. On peut changer vraiment le visage, la saveur à un certain point, mais on ne casse pas l'ossature pour autant. On peut faire vraiment son royaume, sa propre couleur politique, ses propres seigneuries, ses propres légendes locales, sont un ton plus tragique, plus grotesque, contemplatif, mais le cœur demeure le même, c'est-à-dire des chevaliers, un serment, des mythes qui déforment le monde, une exploration en royaume, une montée en gloire, une fantasy plutôt mythique plus que simulationniste dans le système de jeu. Ça reste mythique Bastionland. C'est ce qui explique pourquoi des lecteurs parlent d'un jeu qui, on va dire, qui est à la fois très singulier, unique, mais qu'on peut s'approprier. L'écriture, elle est évocatrice, mais il y a des espaces à combler. Et ça, pour moi, c'est possiblement ce que je recherche le plus comme expérience dans un jeu, et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Et je vous encourage, en fait, à aller voir, je vais le mettre aussi dans la description de la vidéo, c'est les différents liens qui mènent au Itch.io, des gens qui, on va dire, il y a eu un game jam de Mythic Bastionland, donc un événement où les gens peuvent participer, proposer leur propre création, inventer des choses et le laisser gratuitement en ligne à télécharger. Et les gens ont créé une pléthore de choses. Une pléthore d'univers, de settings, de territoires à explorer, des nouveaux mythes. Bref, il y en a vraiment à la pelle, il y en a vraiment à la tonne. Et c'est tous très différents. Et il y a des mythes qui sont inspirés de folklore, d'autres, on va dire, moins eurocentristes. Des mythes qui viennent plus de certains pays de l'Asie. Après ça, il y avait des mythes qui provenaient aussi de l'Amérique du Sud. Je me rappelle aussi d'avoir vu ça. Donc, il y a vraiment une forme d'appropriation qui se fait, même si la saveur, même si on va dire la base, l'ossature, comme je l'ai mentionné, demeure la même. Et ça, c'est incroyable. Et ce qui est vraiment particulier concernant le fantastique de Mythic Bastionland, c'est que ce dernier va éviter l'explication exhaustive. Dans le sens où Chris McDowell en fait mention dans ses notes, il insiste sur le fait que les gens ordinaires, les gens que les personnages vont croiser au quotidien lorsqu'ils vont d'un point A à un point B, les pecnos, les fermiers, les paysans, ces gens-là, ils ont qu'un vague savoir sur les mythes. Ils ne savent pas grand-chose. Pour eux, ils ont leur petite vie du quotidien, là, puis ce qui se passe à l'hexagone d'à côté avec les éléments bizarres et les événements particuliers qui se déroulent là, ils ne savent pas grand-chose. La compréhension profonde d'un mythe, ça reste que c'est partagé et compris par une créature, un type de créature plutôt, qui se nomme un Seers, ou plutôt des Seers, qui sont comme le magasin. Plus sérieusement, c'est des entités qui sont des guides pour les chevaliers, un peu comme la Dame du Lac. Vous voyez ça, un peu comme la Dame du Lac avec Arthur. C'est des guides, des créatures, des entités qui ne sont pas sur le même plan d'existence que nous, qui ont souvent une compréhension particulière du monde. Eux, ils peuvent orienter les personnages vers les mythes, leur donner des signes, des symboles, leur faire parvenir des visions concernant tel mythe ou tel signe de mythe, mais ça ne sera jamais clair. Et ça, c'est jamais clair, même pour le meneur de jeu. Il y a volontairement une part de mystère. On ne te dit pas tout. On te donne juste assez pour que tu puisses laisser aller ton imaginaire au travail. Et le livre ainsi évite de longues explications claires de lore. C'est vraiment juste des fragments chargés d'idées, des descriptions brèves, des éléments étranges sans explication immédiate, des poèmes. Au premier coup d'œil, ça peut presque donner l'impression que le jeu est incomplet, mais c'est pas un manque. Et ça, je sais que ça peut être un frein pour beaucoup de gens, cette espèce de côté qui donne l'impression qu'il manque des infos, mais c'est une manière de pousser le groupe à interpréter et à projeter, à donner un sens, en fait, à ce qui se déroule autour de la table. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Au-delà de l'aspect arthurien un peu étrange, là, le petit côté fantastique, un peu weird, un peu particulier qu'on doit interpréter, ça a une saveur qui est tellement forte et qui nous permet justement, en fait cette saveur-là qui est forte mais qui demeure à être exploitée, nous permet justement de nous approprier l'ouvrage. Ça fait un lien sur le fait qu'on s'approprie en quelque sorte le style d'aventure qu'on veut mener autour de la table parce que ça y va avec l'inspiration du moment, l'inspiration qu'on a, nous, les joueurs et les joueuses autour de la table. Et bon, pour moi, voyez-vous, j'en parle, puis je suis comme un peu, je suis bouche bée. Je ne sais plus où aller avec ça parce que c'est quelque chose qui m'a tellement marqué. Là. On lit un mythe, là, puis là, je comprends rien. Je comprends absolument rien de ce que je lis. Là. Puis là, je vais lire le mythe, puis je vais le faire lire à quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, la personne à qui je le fais lire me dit quelque chose qui m'inspire en lien avec ce mythe-là. Et finalement, je comprends un peu certains éléments, ou du moins,
des éléments sous-jacents, rien qui est vraiment clairement expliqué, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est vraiment ce que Chris McDowell voulait signifier en parlant de ce mythe-là. Ça reste que c'est moi, c'est mon interprétation. Et mon interprétation n'est pas fausse, elle est adaptée au mythe. Et moi, ça, je trouve ça incroyable. Un point qui est très important de mentionner, c'est que Mythic Bastion-Land, ce n'est pas de la dark fantasy. Ça pourrait donner l'impression. J'ai fait des liens avec Elden Ring, j'ai fait un peu l'explication de l'univers du jeu. On pourrait dire, ça semble être de la dark fantasy assez sombre et assez dangereuse. Oui, c'est dangereux, mais ça reste que non. C'est une noirceur qui est assez nuancée et qui est teintée d'un espoir. Ça baigne, oui, le monde est objectivement dur, étrange, mélancolique, mais ce n'est pas cynique, ce n'est pas nihiliste. Le jeu se présente comme une terre née d'un mythe, fait de petits domaines perdus dans la nature sauvage, traversés par des horreurs issues des récits et des chansons. Oui, il y a un certain mélange de crainte et d'horreur, mais il y a aussi une forme d'espoir et de contrebalance à cette obscurité-là. Parce qu'il y a une orientation morale très nette. On est des chevaliers. Les chevaliers, ce n'est pas des survivants amoraux dans un monde comme voué à la destruction. Au contraire, c'est un serment. Ils ont un serment de protéger les faibles, de faire de parler des mythes, de chercher la cité. Et cette cité-là n'est pas décrite comme un simple trésor ou une récompense matérielle. C'est vraiment comme une vision lumineuse, un genre de refuge de civilisation rêvée au milieu d'un monde qui reste troublé. C'est pour ça qu'on parle d'une noirceur qui est justement nuancée par une forme d'espoir. Parce que c'est pas, comme je l'ai dit encore une fois, c'est pas nihiliste. C'est pas une dark fantasy apocalyptique à la Morborg, là. Les mythes exercent une influence inquiétante sur le royaume, mais les chevaliers, à la recherche de gloire, viennent les affronter en protégeant le royaume. Et autrement dit, le monde est dangereux, mais il n'est pas vide de sens. On agit avec un code d'honneur, on limite les dégâts, on sauve les gens, on poursuit quelque chose de plus grand que soi. L'espoir du jeu, c'est quelque chose d'actif, qui est chevaleresque, qui est pas naïf. C'est intéressant de le dire comme ça, je trouve, que c'est pas naïf. Et même la mortalité du jeu, un peu va dans ce sens, oui, parce que la campagne, en fait, le jeu traverse des saisons. Il y a même des mécaniques pour ça. Les âges, les chevaliers vieillissent, ils peuvent mourir, et parfois même paisiblement. Ils peuvent mourir paisiblement dans leur lit. Et le jeu assume en fait que on va tous finir par mourir. Pourtant, cette fin-là, ça casse pas l'élan d'un monde parce qu'il y a la possibilité d'avoir des héritiers, des successeurs, une certaine forme de continuité de la compagnie de chevaliers et du royaume. Donc, oui, la tonalité, elle est sombre, mais c'est pas tout est perdu. C'est plutôt, c'est vulnérable, mais tu as un poids pour faire changer les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le mentionner parce que on peut avoir cette espèce d'idée préconçue très comme dichotomique, noir-blanc, mais bien non, c'est très très loin de ça. Mélangé avec cette espèce de fantaisie très étrange, ce fantastique très cryptique qui le rend un jeu aussi unique avec une écriture vraiment super bien foutue qui nous permet de bien comprendre tout en ayant un peu une certaine forme aussi d'incompréhension parce qu'on doit créer par-dessus ce qu'on comprend. Et ça en fait vraiment un jeu au thème très fort et unique. Donc ça ressemble un peu à ça côté thème. Wouh! J'ai pas encore fini. On y va côté système. Et là, je vais vous faire apparaître à l'écran, parce que ça va être plus simple comme ça, je vais vous faire apparaître à l'écran une feuille de personnage, que je vais aussi changer avec éventuellement une feuille de territoire, le terrain à explorer en hexagone. Donc le jeu propose 72 chevaliers différents, mais ils ne sont pas choisis librement. On les obtient au hasard à l'aide d'un D6 et d'un D12. Et chaque chevalier possède une identité très marquée, des particularités étranges ou très typées, une manière propre de récupérer certaines ressources comme l'esprit par exemple, et les 4 caractéristiques, eh bien, il y a la vigueur qui sert pour l'effort physique, il y a la clarté qui représente la lucidité et la perception, il y a l'esprit qui touche le moral et la volonté, mais aussi également une caractéristique de garde, qui est un peu en quelque sorte l'espèce de point de vie, ça sert à absorber les attaques avant que ça vienne vraiment atteindre plus gravement les personnages. Ce sont des mécaniques qui sont assez récurrentes dans les autres jeux de Into the Odd et autres produits qui sont dérivés de Into the Odd, comme Horreur Liminale par exemple. Les caractéristiques sont tirées de façon aléatoire, parce que le jeu assume qu'il puisse avoir des gros écarts entre les personnages. Il peut y avoir une certaine forme d'inégalité entre les chevaliers, mais ça ne pose pas un problème parce que c'est une expérience qu'on vit ensemble, c'est un travail d'équipe.
Concernant le royaume, eh bien, au début de la partie, et là, je vais en faire mention tout à l'heure, mais je pense que c'est le premier jeu que je respecte à 100% vraiment, tout au complet, les règles de procédure pour la création d'un royaume, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Au début d'une campagne, on construit le royaume personnel avec la carte hexagonale. La procédure est simple et guidée. On place des types de terrain, des rivières, un siège de pouvoir, des petites villes. Le jeu vous fournit juste assez d'informations pour encadrer cette création sans faire un chantier qui est vraiment trop lourd. Et là, on remplit le royaume avec, on va dire vraiment avec les éléments issus du livre, en lançant au hasard sur certaines tables et en prenant ainsi des suggestions ici et là. Ça peut être des lieux remarquables, des personnages, des objets, des animaux, une forme d'ambiance même. Et par la suite, la structure de la campagne. Et là, dans une carte typique, on va dire, il y a 6 mythes. On lance 6 fois des 6 et des 12 afin de déterminer les 6 mythes qui vont menacer le royaume. Et ces mythes peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des créatures, des objets, des situations, des événements, des retours inquiétants, des anomalies presque cosmiques. Bref, il y a vraiment de tout pour le tout et on ne révèle pas en fait aux joueurs quels mythes ont été tirés. Ils sont placés sur la carte et par la suite, les personnages vont pouvoir se lancer dans l'exploration des hexagones, qui est quand même un aspect assez central au jeu. Les joueurs ne reçoivent pas une mission ultra précise du type « aller à tel endroit exact ». À la place, venant de la part de ces créatures qu'on nomme justement les Seers, ils vont avoir une direction, un signe, une rumeur, un présage. Ils doivent traverser le royaume et interpréter ce qu'ils découvrent. Et le système fonctionne très bien, parce que c'est une exploration qui est entièrement aléatoire, sans vraiment un trajet qui est purement optimal. On le sait déjà parfaitement, on le sait où est-ce qu'on veut aller, mais en même temps, ça reste que la surprise et l'inattendu en cours de route. On avance avec les informations partielles qui rend chaque déplacement quand même assez intéressant et à mesure que l'on voyage, à mesure qu'on a des présages, ces fameux omens qui proviennent des mythes, c'est-à-dire des éléments qui vont nous laisser sous-entendre la présence d'un mythe à tel endroit ou à tel endroit. Pour la résolution des actions et des combats, c'est assez simple et ça vient, on va dire, s'inspirer directement des mécaniques de base de Into the Odd. Donc, lorsque vous souhaitez accomplir une action, vous devez lancer un des 20 et avoir en dessous de votre caractéristique qui est utilisée pour accomplir l'action. Que ce soit votre vigueur, votre clarté ou l'esprit, vous devez avoir égal ou en dessous. Et si vous avez au-dessus, bien vous échouez. Si vous avez en dessous, vous réussissez. Et comme les autres jeux de Into the Odd, il y a le concept d'attrition et ressources, dans le sens où vous avez des réserves qui vont s'user avec le temps. Vous perdez la vigueur lorsque vous êtes blessé physiquement, vous allez perdre de la clarté lorsque vous allez mal dormir, vous allez perdre vos repères et vous allez perdre de l'esprit lorsque vous faites des découvertes déprimantes ou vous avez des conflits émotionnels. Et ces pertes-là, eh bien, ça fait en sorte que vos actions peuvent être plus difficiles à accomplir puisque vos seuils de réussite descendent. Ça, c'est très commun à tous les jeux de Into the Odd. Et Mythic Bastionland reprend un peu ce concept-là, mais vient le twister à un endroit, une zone que j'apprécie énormément, et c'est dans le combat. Vous avez peut-être vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur mes mécaniques préférées de jeu, et j'ai fait mention de la fameuse mécanique de toucher automatique. Et cette mécanique-là fait en sorte que lorsque vous souhaitez, par exemple, attaquer quelqu'un dans un jeu Into the Odd, eh bien, vous touchez automatiquement. Il n'y a pas de jet d'attaque, on touche, on fait des dégâts. Et Mythic Bastionland reprend cette mécanique-là, mais la change malgré tout. La change en ajoutant un petit élément qui vient réinventer complètement l'expérience que j'ai avec cette mécanique-là que j'aime déjà de base. Et cette nouvelle mécanique dans Mythic Bastionland, on appelle ça des Gambits. En gros, c'est assez simple, mais ça change toute la donne, comme je l'ai dit. Lorsque vous attaquez quelqu'un, mettons que vous êtes plusieurs adversaires qui attaquent la même personne, eh bien, les dégâts sont faits de manière simultanée. Tout le monde lance les dés de dégâts en même temps sur la personne que vous visez. Seulement le dé le plus élevé est gardé. Les autres dés ne sont pas considérés normalement. Mais dans Mythic Bastionland, il y a maintenant les Gambits, les manœuvres de combat. Si vous avez 4 ou plus sur votre dé de dégâts, vous pouvez en fait le retirer pour causer un effet. Et ça, c'est en plus du dé qui est gardé pour faire les dégâts de base.
Donc si, mettons, vous êtes plusieurs à attaquer la même personne et que vous faites le plus haut sur son dé un 8, il va faire 8 de dégâts, eh bien les autres personnages autour, s'ils ont eu des 4 ou plus sur certains dés, ils peuvent les retirer et faire des effets comme se déplacer de nouveau, créer un espace entre lui et l'ennemi, piéger l'arme de l'adversaire, faisant en sorte que cette arme-là va être moins forte au prochain tour, tenter une forme d'astuce pour pouvoir avoir l'avantage sur la situation, faire tomber un adversaire à terre, faire plus 1 de dégâts. C'est complètement fou à quel point ça vient tout changer la donne et la stratégie de se dire on va être plusieurs à attaquer la même cible en espérant ainsi créer des effets supplémentaires, parce que si on est juste un, peut-être que la personne n'aura pas assez haut pour réellement faire tant de dégâts que ça, mais malheureusement en plus il n'y aura pas d'autres personnes pour venir créer des effets supplémentaires, et donc si on est plusieurs, eh bien il y a plus de chances qu'il y ait au moins un dé qui soit très élevé pour faire les dégâts. Et ça, c'est... Oh mon Dieu que j'aime ça. J'aime tellement ça, là. Cette mécanique-là, ça vient changer la donne et je veux l'utiliser maintenant dans tellement de jeux à des degrés différents. Sinon, outre ça, le système de jeu s'explique en environ 15 pages, gros maximum. Et ces 15 pages-là viennent tout prendre en considération, que ce soit les mécaniques que je viens de vous expliquer, le concept de bataille de masse qui est très simple, qui est représenté par des courtes caractéristiques pour des attributs, si on veut, pour bien visualiser en soi votre bataillon, l'effet de vieillir, le passage des saisons, les explorations, parlementer, être à la cour, voir un peu comment ça fonctionne. Tout ça, c'est expliqué de manière super concise, un peu comme j'en fais souvent mention dans mes vidéos sur Alexandre Kobayashi, à quel point je trouve que cet auteur-là, lui qui a fait Fléau et Black Sword Hack, il est tellement bon pour écrire beaucoup de choses en peu de mots. Eh bien, Chris McDowell a fait exactement cet effet-là avec Mythic Bastion Land. 15 pages pour l'ensemble de ce qui est proposé en termes de mécanique qui demeure assez simple et rapide à prendre en main. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a un élément par contre sur lequel je veux revenir côté mécanique et sur comment vaincre un mythe. Le jeu ne dit pas précisément comment est-ce qu'un mythe doit être résolu. Il va fournir surtout les présages, les éléments en présence lorsqu'on se promène, qu'est-ce qu'on peut voir, ce qui arrive lorsqu'un personnage va échouer en fait à vouloir accomplir un mythe, mais ça reste que c'est au meneur de jeu de juger si l'idée qui est proposée par les joueurs et les joueuses est excellente et réussit, s'il y a un jet qui est demandé ou si ce qui est proposé échoue. Et la résolution ainsi des mythes repose donc sur l'interprétation dans un esprit qui est assez improvisé. Et ça, je pense que c'est un élément qui peut être assez difficile parce que moi-même, pour l'avoir vécu, il y a des moments où je me disais « Ok, je voudrais que le mythe se termine de telle manière, mais les joueurs n'allaient pas du tout dans cette direction-là et ça demande une certaine forme d'improvisation parce qu'on ne veut pas non plus faire perdurer le mythe trop longtemps. Il y en a d'autres à accomplir dans l'histoire et un mythe se résout lorsqu'il se résout. C'est plate à dire, mais c'est ça. Il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de terminer un mythe. Il se conclut lorsque tout le monde comprend ou a une certaine consensus sur le fait que le mythe est maintenant terminé. Parce que un mythe, ça ne peut pas juste être, comment je pourrais dire, ça peut pas juste être un coup de bâton, puis on tue la créature et c'est fini, là. Il y a des choses qui ne peuvent pas être combattues. Et ça, je vais en faire un peu plus mention tout à l'heure dans mon avis personnel. Côté visuel, les illustrations sont de l'artiste Alec Sorensen, que je ne connaissais pas avant de découvrir Mythic Bastion Land, mais qui maintenant est dans mon top de mes artistes préférés pour ce qui est des illustrations dans le jeu de rôle. C'est complètement fou ce qu'il a fait. Tout est illustré en couleur de A à Z. Tous les chevaliers sont illustrés. Absolument, toutes les seers sont illustrées, tous les mythes sont également aussi visualisés, et des fois c'est des concepts abstraits, des fois c'est des choses qui ne sont pas très concrets, on va dire au premier coup d'œil, mais justement ça apporte un côté très poétique, ça apporte un côté qui est très mystérieux et très épique à la fois, c'est tellement beau. Avec les teintes de couleurs, l'espèce d'effet d'ombre, sombre et clair, juste la couverture, elle est complètement folle pour un jeu de rôle, là. L'espèce de coupure qui se fait avec l'image, on pourrait croire de la cité en arrière et les chevaliers au centre qui ont l'air de tomber. Et si on prend vraiment le temps de regarder le personnage ici qui a des oreilles d'âne et des sabots, il tient dans ses mains une épée et sur l'épée, sur la lame, il y a une cité qui se construit. Et pardon. Donc, c'est... Quand je dis que ce livre-là est un chef-d'œuvre, c'est d'un bout à l'autre. C'est autant dans le fond que dans la forme, rien de moins. Et justement, on arrive un peu à cette longue conclusion qui va se répéter et qui va dire des choses que j'ai déjà mentionnées au courant de cette vidéo, c'est-à-dire mon avis personnel. Mythic Bastion Land,
s'impose comme une proposition particulièrement forte dans le monde de la fantasy, là où plusieurs jeux finissent par se ressembler. Celui-ci dégage une identité beaucoup plus nette, autant dans sa conception que dans son atmosphère. Il ne cherche pas à seulement reprendre les grands codes, comme je l'ai mentionné, mais il va redonner quelque chose d'autre, de plus étrange, de plus mythique, dirais-je, comme le titre du jeu, de plus marquant. C'est sa capacité en fait à proposer une expérience qui semble réellement singulière. On sait qu'on joue à Mythic Bastion Land et on n'a jamais joué à quelque chose d'autre. C'est une conception qui est marquée par sa simplicité, dans son design. Ça reste que on fait beaucoup avec très peu. Ces règles sont courtes, mais soutiennent efficacement l'exploration, l'attention, l'attrition, la progression des menaces, la vie du royaume, la vieillesse des personnages, le temps qui passe. C'est une économie de moyens qui donne jamais l'impression que le système est pauvre ou inachevé, même s'il demeure très très simple. Au contraire, le fait qu'on est si facilement capable de le prendre en main, ça nous permet de vraiment savourer de A à Z l'ambiance qui ressort d'une partie. Pour moi, c'est une structure absolument riche. Ça laisse respirer la fiction parce que le système est simple, mais ça maintient une vraie solidité ludique. C'est une ambiance qui est forte, étrange, mémorable. Là, je me répète. Le jeu déploie vraiment une fantaisie chevaleresque qui n'est pas du déjà vu. J'avais jamais vu ça dans un jeu de rôle. C'est une identité tellement forte qui va traverser tout le jeu. Justement, du début à la fin, avec les illustrations d'Alex Sorensen pour l'explication des mythes, pour la présentation des chevaliers, leur pouvoir qui est aussi étrange des fois que contextuel. Ça peut des fois être difficile, ça peut être alarmant, ça peut être particulier vraiment à assimiler et à mettre en action. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce jeu-là et qui ne savent pas quoi faire avec parce que au premier coup d'œil, si on est habitué à des choses comme Donjon Dragon 5e édition ou même, je dirais, des OSR très classiques de la vieille école des premières éditions Donjon Dragon, on peut être désarçonné par ce que va proposer Mythic Bastion Land. Ça reste que c'est très particulier. C'est un jeu qui est exigeant, mais profondément inspirant. C'est pas un jeu passif. Ça demande une implication réelle de la part des gens autour de la table. Son écriture, ses idées, sa structure des mythes qui laisse volontairement de l'espace à l'interprétation, ça ne donne pas toujours de réponse et ça s'attend à ce que le maître de jeu ainsi que les joueurs s'emparent de cette matière puis la transforment puis fait quelque chose d'autre avec ça. C'est un aspect qui, oui, justement, le rend exigeant, plus exigeant qu'un jeu qui serait plus cadré, plus explicatif, mais selon moi, ça fait partie de sa force aussi. Parce que le jeu, c'est pas... On dirait qu'on est à l'opposé du fast-food du jeu de rôle. Ça a une expérience qui est beaucoup plus personnelle et marquante parce puisqu'on n'a jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Et dans cet avis personnel, je voulais vous partager un peu justement une expérience pratique que j'ai eue avec Mythic Bastion Land, un exemple de partie. Exemple de partie. Mettez-vous dedans, là, je vous fais un peu une narration de ce qui s'est passé lors d'une partie que j'ai vécue avec 2 joueurs, donc 2 chevaliers. La nuit. Tout est sombre et boueux. Il pleut depuis des jours et les chevaliers campent sous une bâche tendue à une branche d'arbuste. Ils sont réveillés par un bruit provenant de la lande. Des silhouettes apparaissent. Un groupe de paysans hérétiques au service d'un prophète de malheur, un prophète que les chevaliers avaient déjà croisé quelques jours auparavant. Les paysans réclament le sacrifice d'un sang noble pour calmer la crue des eaux qui détruit les chaumières aux alentours. Et là, juste pour vous dire, le mythe dans ce contexte-ci, c'était la rivière. J'ai justement pigé au hasard un mythe. C'était pour un one-shot, donc il fallait quand même que ce soit assez expéditif. On n'avait pas le temps d'explorer un grand territoire et tout ça. C'était pour une partie d'un soir. Donc, c'était un mythe qui était à découvrir. Et j'ai choisi au hasard, lancé au hasard plutôt, et j'ai eu la rivière, qui est un des mythes, on va dire, les moins tangibles en matière de contexte. C'est une rivière qui prend de l'expansion à mesure que le temps passe. Et plus on s'approche de la source du problème, plus la rivière grandit. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là en tant que chevalier avec mon épée? Et justement, au fil de l'aventure, à mesure que les personnages, disons, remontaient la source de la rivière, ils ont croisé ces paysans-là et il y a eu un combat. La rencontre fut courte, mais tendue. Les personnages savaient qu'ils pouvaient écraser les paysans sans difficulté, mais le risque d'un coup bien placé pourrait quand même être assez dangereux. Les personnages ne sont pas des pecnos, c'est d'OSR, oui,
dans ses mécaniques, en quelque sorte, sauf que ce n'est pas trop mortel. On reste que les personnages sont des chevaliers, sont hot, sont cool, ils sont forts, ils sont capables de faire plein de choses. Ça a été tendu, il y a eu des échanges, il y a eu des menaces, les chevaliers ont évité le pire pour l'instant. La rencontre a été complètement improvisée à partir de ce que le mythe m'inspirait et des tables aléatoires. Et le résultat m'a semblé beaucoup plus fort et prenant qu'un long combat fastidieux et interminable. C'était rapide et efficace, il n'y avait pas eu de combat. Ça a été juste comme on se regarde, s'est tendu, on ne sait pas trop où aller. Et parce que justement, l'univers est tellement étrange et on ne peut pas se fier sur nos acquis en matière de fantastique, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quel point la menace elle est présente, même si c'est juste un groupe de paysans. On le sait qu'on est cool en tant que chevalier, mais à quel point un groupe de paysans peut représenter une menace réelle, on est quand même juste deux. Juste deux chevaliers, ils étaient une couple de paysans. Donc oui, ça c'était vraiment un exemple d'une partie que j'ai eue. Dans la partie, on n'a pas eu, comme je l'ai mentionné, on n'a pas eu le temps d'explorer le territoire complet. Ça a été le mythe de la rivière, mais je me suis quand même pris à plaisir à générer le royaume. Donc les mécaniques et les tables de création sont vraiment inspirantes en ce sens pour s'imprégner des mythes dans le royaume et ça donne une saveur unique qui se renouvelle à chaque fois parce que des tables, il y en a en tabarnouche et des tables, il y en a de plus en plus à mesure que les gens en créent et en publient en ligne. Parce qu'en fonction de ce qui est généré aléatoirement dans les territoires liés au mythe, ça peut créer ou provoquer des réactions différentes au sein des communautés locales, entraîner des suites d'événements à cause des effets qui peuvent se dérouler sur plusieurs hexagones en même temps, sur plusieurs territoires. Juste pour vous dire, concernant justement le mythe de la rivière, à la fin, pas la rivière, il ne pouvait pas l'enlever. Elle est maintenant rendue, en quelque sorte, beaucoup plus grande qu'elle l'était. Elle a inondé complètement un hexagone et ce territoire-là est inondé. Les personnages ont quand même réglé des situations en lien avec la rivière, en lien avec les gens qui ont justement eu leur vie qui était en quelque sorte chamboulée par ce courant d'eau qui prenait de plus en plus de place. Et juste ça, la prémisse était simple, le déroulement était simple, mais ça a été un carburant à histoire de manière incroyable. Ça m'a donné le goût d'avancer, ça m'a donné le goût de créer. Ça faisait longtemps en fait qu'un jeu ne m'avait pas autant inspiré pendant sa mise en place. Moi, je suis beaucoup une personne qui est inspirée dans le jeu. À mesure qu'on joue, il y a des choses qui me viennent en tête, à mesure que les personnages et les joueurs vont me dire des choses hors jeu ou en jeu, ça va me donner des idées pour la suite de l'aventure. Mais Mythic Bastionland a eu cette capacité-là de m'inspirer hors du jeu en prémisse et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, je vais le dire. Mais malgré tout, c'est important de le mentionner, le jeu n'est pas parfait. Je dirais qu'il y a 2 points qui peuvent représenter des freins. En premier lieu, l'organisation du livre n'est pas idéale. Beaucoup de va-et-vient, retrouver certaines infos, ça peut ralentir le jeu. Par chance, il existe des mécaniques en ligne, déjà des outils plutôt en ligne qui peuvent générer et gérer plusieurs mécaniques en partie, pouvoir par exemple créer des personnages non-joueurs, des choses comme ça. Sans ça, j'aurais pas été aussi fluide côté maître de jeu. Et le point le plus important, je crois, c'est l'improvisation. Ça reste que le jeu demande une capacité à improviser qui est assez forte pour le meneur. Improviser, ça se pratique, mais il faut vraiment assimiler le ton et la saveur du jeu. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le classique rencontre aléatoire du style 1 des 6 gobelins dans un donjon, c'est pas ça. Oui, on est vraiment loin de la vanille, même si j'aime beaucoup ça. Le thème est tellement fort que ça vaut la peine de s'y imprégner avant de se lancer. Il faut être prêt à rebondir sur des concepts parfois abstraits et ça peut bloquer certaines personnes. Malgré ces 2 petits points, Mythic Bastionland est à mes yeux un chef-d'œuvre d'une cohérence rare. Quand je dis cohérence, je veux dire que tout s'assemble de manière naturelle. L'exploration révèle les mythes. La gloire pousse vers une bonne forme de bravoure qui fait avancer le jeu. Le combat est bref mais expressif, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est stressant et en même temps c'est stimulant. Le système reste léger et abstrait, mais il est présenté de manière à ce que ça ressemble vraiment à la vie d'un monde fictionnel et pas à l'interface d'un jeu vidéo où il faut appuyer sur tel bouton ou avancer de tant de cases pour pouvoir accomplir une action. Même qu'à un certain point, on pourrait dire que le jeu est plus grand que ses règles, dans le sens où on a l'impression d'un jeu qui est vaste, riche, épique, qui est très complexe, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de mythes, des secrets, tout ça, alors qu'en réalité, eh bien, les règles sont très peu nombreuses. Et Mythic Bastionland, en fait, choisit très bien où mettre ses règles. Et ces règles-là vont déclencher beaucoup plus d'histoires, d'ambiance et de tension que leur simplicité pourrait le laisser croire à la base. Donc, il faut vraiment c'est pour ça que je dis que c'est comme un tout. C'est une cohérence rare alors que tout s'emboîte parfaitement, créant une expérience unique qui ne peut être reproduite selon moi par aucun autre jeu de ce genre. En conclusion, ce que Mythic Bastionland réussit si bien,
c'est de redonner à la chevalerie et au fantastique un souffle de légende, un souffle d'épique, un souffle mythique, comme le dit le nom du jeu, sans que cette nouvelle image, cette nouvelle proposition soit figée dans les mythes classiques européens ou dans l'imagerie arthurienne classique. Et c'est drôle parce que, pour faire référence un peu, faire un rebond sur Arthur, en prévision de cette vidéo-là, je suis allé relire. Dans une autre vie, j'avais été un étudiant en histoire, j'ai une formation en littérature. On avait lu des extraits du Mabinogion, qui est comme un ensemble d'ouvrages qui fait référence à la mythologie celtique et aux contes des légendes arthuriennes. Et il y avait un extrait, j'ai relu un extrait qui m'avait vraiment inspiré, que j'ai trouvé ça tellement cool, comment c'était dit. Et dans le contexte d'origine, c'est Arthur qui promet une faveur qui est presque sans poser de limite. Vraiment une faveur qui est incroyable. Et je trouve que ça traduit tellement bien l'ampleur mythique que propose Mythique Bastion-Land dans son contexte, ce qu'il veut aller chercher, ce qu'il veut proposer, c'est-à-dire en français, on pourrait traduire ça par « aussi loin que souffle le vent et que tombe la pluie ». Donc ce que veut Mythique Bastion-Land, c'est ça. Aussi loin que souffle le vent et que tombe la pluie. Donc quelque chose qui est infiniment épique, mythique, incroyable, quelque chose qui est à l'horizon, qu'on doit aller chercher, cette cité incroyable, cette cité intelligente, la grande quête de la cité, et pour s'y rendre, il faut combattre, il faut trouver, il faut résoudre les problèmes, sauver, on va dire, les gens qui sont dans le besoin, résoudre des mystères entourant les mythes. Bref, j'en ai fait un peu plus que dans mes vidéos critiques classiques, mais c'est parce que ça a été une véritable claque et j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de vous partager mes avis, mes impressions sur le jeu. J'espère que ça vous a intéressé. Je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Je serais curieux de savoir, est-ce que ça vous intéresse d'essayer Mythique Bastion-Land? Est-ce que c'est le style de jeu qui vous parle? Est-ce qu'au contraire, la proposition est un peu trop cryptique? Est-ce que pour vous, c'est un chef-d'œuvre, un pétard mouillé? Dites-moi tout. Je vous lis, je vous réponds. Si ce n'est pas fait, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.